Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Mon général, nous aurions pu en un week-end, par une offensive courte, avancer jusqu'au Rhin et tout occuper. Aujourd'hui, je me demande pourquoi nous ne l'avons pas fait. Entretien entre un ex-officier de la NVA et le général Schönbohm. La NVA, Armée nationale du peuple, de la République démocratique d'Allemagne RDA, Deutsche Demokratische Republik, DDR, était considérée par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, comme l'une des armées les plus redoutables et l'allié le plus fiable de l'URSS. Forte d'une armée active de 170 000 hommes et de plus de 300 000 réservistes, la NVA constituait une force considérable. Aussi, la question du devenir d'une armée aussi puissante s'était rapidement posée au sein des chancelleries diplomatiques et des états-majors de l'OTAN, au lendemain de la réunification allemande en octobre 1990. En possession d'un arsenal militaire impressionnant, la suppression d'une armée aussi forte que la NVA n'était pas sans risque. En effet, durant les premières phases de démantèlement des forces est-allemandes, des officiers de marine de la NVA avaient proclamé qu'ils étaient en mesure de saborder leurs navires de guerre dans un dernier sursaut de fierté. Confrontés à un avenir des plus incertains, des commandants d'unités d'infanterie rappelèrent, à qui voulait l'entendre, qu'ils étaient toujours en possession de suffisamment d'armement et de munitions pour s'opposer par la force à la dissolution de leur unité. Est-il nécessaire de rappeler que tous les blindés, avions de chasse et autres pièces d'artillerie de la NVA étaient positionnés et munitionnés pour être prêts à être engagés militairement contre l'OTAN sous 72 heures. Signalons de plus qu'à la stupéfaction de tous les services de renseignement de l'OTAN, les cadres de la Bundeswehr découvriront perplexes que pas moins de 24 missiles SS-23 à capacité nucléaire bien camouflés se trouvaient en stock prêts à servir, sans compter que la NVA venait de percevoir quelques mois avant la réunification le tout nouveau système de défense solaire S-300, SADIS, sans que les services de renseignement occidentaux en aient jamais eu connaissance. Cette menace était bien réelle, jusqu'à la dissolution définitive de la NVA. La fin de la RDA, et par voie de conséquence de la NVA, sera le fruit de plusieurs enchaînements. Tout d'abord par la politique menée par Mikhaïl Gorbatchev dès son arrivée au pouvoir, puis de la volonté des citoyens allemands de reconquérir leur liberté de manière pacifique et enfin, de la non-intervention armée de la NVA contre les manifestations de masse en RDA. Aussi me suis-je volontairement focalisé sur une chronique de la fin annoncée de la NVA durant les années 1989 à 1990, qui restera, dans la littérature militaire contemporaine, la grande inconnue de cette révolution allemande. Pour bien appréhender le sujet, il est nécessaire de ne pas négliger l'environnement historique né dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la politique de la RDA et même jusqu'en 1994, date à laquelle les troupes russes quitteront définitivement le territoire allemand. De ce fait, de nombreux thèmes seront abordés tels la création de la RDA, l'omniprésence du frère soviétique sur le territoire et de nombreux autres paramètres, afin d'avoir une image globale de la situation dans laquelle évoluait la NVA et ses soldats en RDA. La dissolution de la NVA, consommée dans la nuit du 3 octobre 1990, puis la désagrégation de son potentiel et de ses sites militaires en moins de 4 ans est un fait unique dans l'histoire militaire du XXe siècle. Encore aujourd'hui, tous les experts internationaux sont unanimes pour reconnaître qu'ils étaient à 1000 lieues de concevoir un tel scénario. La disparition de tout cet appareil politico-militaire fut mise en œuvre de façon remarquable et sans incident par les cadres de la Bundeswehr, avec l'assistance pleine et entière des cadres de la NVA. En effet, ceux-ci apporteront leur indispensable contribution au processus de transition pacifique et au bon déroulement du démantèlement des installations et de l'appareil militaire est-allemand. Déplorant le manque de reconnaissance du rôle crucial joué par les officiers, sous-officiers et soldats de la NVA dans le processus de réunification de l'Allemagne et le maintien de la paix en Europe, il me semble indispensable par cet ouvrage de leur rendre hommage. Première partie, naissance et développement de la NVA. Quand les alliés d'hier se transforment en ennemis. Aujourd'hui, nous sommes les alliés des États-Unis,
Mais après la guerre, de nouveau nous serons ennemis. Car la prochaine guerre sera bien plus encore que celle-ci, une guerre des techniques. Nous avons actuellement une occasion inespérée dont il faut vite profiter, et dans tous les domaines. Staline. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés d'alors définissent, lors des conférences de Londres, de Téhéran et de Yalta, de la future division du Troisième Reich allemand. Suite à la capitulation sans condition de la Wehrmacht le 8 mai 1945, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et les États-Unis concrétisent en juillet 1945 à la conférence de Potsdam la division de l'Allemagne en 4 zones d'occupation et Berlin en 4 secteurs, sous la responsabilité de chacun des pays vainqueurs. Dans le cadre des réparations de guerre, la démilitarisation économique, et plus particulièrement le démantèlement des installations industrielles, sont réalisés de manière indépendante dans chaque zone d'occupation. Dès la fin du conflit, l'Union soviétique met rapidement en place dans sa zone d'occupation, Sowjetische Besatzung Zone SBZ, une administration militaire qui a un rôle de contrôle et de gestion, mais surtout celui de faire naître un système politique correspondant aux vœux de Moscou. Cette administration réglemente l'ensemble de la vie politique et sociale des Allemands vivant à l'Est et dispose de tous les pouvoirs. Au plus fort de son existence, cette administration emploie jusqu'à 50 000 personnes. Afin de garantir l'apparence d'une liberté d'expression, l'administration militaire soviétique autorise les échanges politiques ouvertement démocratiques qui doivent permettre de développer un nouveau système de gestion et une ouverture politique vers les autres zones d'occupation. En octobre 1945, les autorités soviétiques décident même de créer 5 régions pourvues de pouvoirs législatifs. Mais la reconstruction politique de la zone russe se trouve en fait entre les mains de Walter Ulbricht et d'autres émigrés politiques allemands en URSS, membres du Parti communiste d'Allemagne, Kommunistische Partei Deutschland zu. Walter Ulbricht devient en 1960 président du Conseil national de défense et président du nouveau Conseil d'État. Il est ainsi l'unique chef de la RDA jusqu'en 1971. Bundesarchiv, Bild 183 J12 31 10 02 002. KPD. Ce groupe politique, très actif durant la Seconde Guerre mondiale et dès la fin du conflit, se voit confier de nombreux postes clés dans les gouvernements locaux nouvellement créés dans la zone d'occupation soviétique en Allemagne. Ils sont les auxiliaires zélés de la construction de l'administration allemande pro-soviétique supplétive de l'administration militaire soviétique en Allemagne, Sowjetische Militäradministration in Deutschland. Par de multiples machinations et manœuvres politiques, Walter Ulbricht et ses comparses parviennent rapidement, avec l'aide de l'administration soviétique, à leur fin et mettent un terme, sans autre forme de procès, au semblant de démocratie, autorisé jusque-là, et donnent naissance au Parti socialiste des travailleurs allemands. Sozialistische Einheitspartei Deutschland se cède. Après cette mise sous tutelle brutale de sa zone d'occupation, l'hégémonie de l'Union soviétique en Europe centrale et orientale ne connaît plus de limite. Un rideau de fer, selon la célèbre formule de Winston Churchill, vient de tomber sur l'Europe de l'Est. Depuis longtemps, Staline a une vision d'expansion politique et militaire, et le monde libre prend tardivement conscience de ce danger et tente de s'y opposer par l'adoption d'une politique d'endiguement. Les crises politiques se multiplient. Simultanément, des conflits d'ordre politique et territorial opposent continuellement les anciens alliés. Les Britanniques et Américains fusionnent leurs zones d'occupation en Allemagne en bizones, et le 5 juin 1947, ils encouragent le développement du plan Marshall officiellement appelé Programme de rétablissement européen. Ce programme américain de prêt est accordé aux différents États de l'Europe pour contribuer à la reconstruction des villes et des installations bombardées lors de la Seconde Guerre mondiale. Considéré comme une ingérence dans leur zone d'occupation, l'URSS procède à la création d'un système similaire qui prendra le nom de Conseil d'assistance économique mutuelle, plus connu sous le nom de COMECON. Après un net durcissement entre alliés d'antan, les tensions connaissent leur premier paroxysme le 20 mars 1948. En représailles aux décisions prises par les délégués des puissances occidentales, relatives à la démocratisation de la trizone, le représentant de l'Union soviétique proteste énergiquement et renonce à participer aux réunions du Conseil de contrôle chargé de régir les relations entre les forces occupantes.
Au même moment est organisé le second congrès du CED. À cette occasion, les délégués décident de rejeter le plan Marshall et discutent sur un projet tendant à la réunification allemande. Mais le point d'orgue de ce congrès est l'élection du premier Conseil du peuple, Volksrat, composé de 300 membres provenant de la zone d'occupation soviétique et 100 personnalités cooptées provenant de la zone d'occupation de l'Ouest. Selon le postulat d'Ulbricht, tout doit avoir l'air d'être opéré démocratiquement, mais nous devons tout avoir sous contrôle. Durant les travaux du Conseil du peuple, un projet de constitution pour une future république démocratique allemande est élaboré. Tout ce dont les Russes ont besoin pour traverser le Rhin, ce sont des chaussures. Robert Lovett, sous-secrétaire d'État US. La rapide détérioration des relations entre les 4 occupants s'accentue précipitamment. Les Américains décident d'une réforme monétaire qui aboutit à la création dans la zone ouest du Deutschmark, le 20 juin 1948. Staline perçoit tout de suite les conséquences économiques et politiques de cette réforme, qui est le premier pas vers la création d'un nouvel État occidental. Cela conduit l'Union soviétique à bloquer toutes les voies d'accès terrestres, ferroviaires et fluviales menant à Berlin-Ouest le 24 juin 1948. Il interdit également l'utilisation de la nouvelle monnaie, et ainsi débute le blocus de Berlin. C'est non seulement l'avenir de Berlin, mais celui de l'Europe occidentale qui se joue. Afin d'assurer la survie de la population de leur zone d'occupation, les alliés occidentaux s'organisent et fournissent, durant 11 mois, les denrées indispensables à la vie des Berlinois par un pont aérien depuis plusieurs aéroports d'Allemagne de l'Ouest. Face à l'inutilité du blocus, les Soviétiques lèvent le 12 mai 1949 tous leurs barrages et l'approvisionnement aérien s'arrête le 27 août 1949 pour aboutir au statu quo ante. Malgré l'échec de cette tentative de déstabilisation de la part de l'URSS, Moscou exploite cette période pour étendre son emprise définitive à l'Est et instaure dans les autres pays sous son influence des démocraties populaires qu'elle tente de contrôler totalement. Le blocus de Berlin est la première grande crise qui prédispose en particulier les Américains à encourager la résurgence d'un État et d'une armée allemande à l'Ouest. Les nouvelles d'une adoption imminente de la loi fondamentale de Bonn en mars 1949 surprennent le Conseil du peuple qui proclame aussitôt l'état d'urgence national. La création de la République fédérale d'Allemagne, Bundesrepublik Deutschland, le 23 mai 1949, avec à sa tête comme premier chancelier Konrad Adenauer, pousse les dirigeants du CED à convoquer en urgence et réunir en congrès extraordinaire tous ses membres. Les 28 et 29 mai 1949, alors que la nouvelle constitution de la RFA est paraphée et promulguée, le Conseil du peuple en zone soviétique se renouvelle et les membres nouvellement élus adoptent une constitution créant la RDA qui sera promulguée le 7 octobre 1949. Le premier président de la RDA est Wilhelm Pieck, mais l'homme fort du régime est en fait Walter Ulbricht, nommé secrétaire général du comité central du Parti socialiste unifié d'Allemagne, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, parti qui est dorénavant au pouvoir. En moins de 5 ans, un peuple uni par Bismarck en 1870 s'oppose. La scission territoriale, politique et culturelle de l'Allemagne est alors consommée pour les 40 années suivantes. En 1955, la RFA intègre également l'organisation du traité de l'Atlantique Nord dont le fondement réside dans l'article 5, qui stipule qu'une attaque contre l'un de ses membres équivaut à attaquer l'ensemble d'entre eux, avertissement non voilé à l'égard de l'URSS. 2 pays frères parlant la même langue et dont les ressortissants ont de près ou de loin des attaches familiales dans l'autre zone allemande, s'affrontent désormais. Dès lors, la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande rêvent de réunifier, sous la tutelle des 2 grands, l'autre Allemagne, à leur profit idéologique. Tandis que la RFA se prépare à réintégrer le concert des nations démocratiques, la RDA se transforme rapidement en une dictature communiste. Les cours de russe deviennent obligatoires dans les universités, et afin d'éviter des velléités d'indépendance vis-à-vis du pouvoir central, les diètes régionales, pourtant mises en place par les soviétiques, sont abrogées et les 5 Länder constituant l'Allemagne de l'Est sont dorénavant remplacés par une structure plus centralisatrice constituée de 15 districts territoriaux sous contrôle de la structure du parti.
Une politique anti-religieuse est également mise en place et nombreuses sont les arrestations de pasteurs évangéliques. La SED exerce sans coup férir son contrôle totalitaire sur la population est-allemande en édifiant sa politique de surveillance et de répression autour d'un outil redoutable. Le ministère pour la sécurité d'État, Ministerium für Staatssicherheit ou MFS, plus connu en France sous l'appellation de Stasi. La tristement célèbre Stasi, est créée le 8 février 1950 et calquée sur la police politique soviétique de l'époque. Ses missions évoluent au fil des années et consistent entre autres en la traque de ceux qui prônent des opinions non conformes, le contrôle systématique des moyens de communication, le contre-espionnage, la surveillance des personnes suspectes au sein de la population de jour comme de nuit. Sur le modèle des procès conduits en URSS à la fin des années 1930, les nouveaux maîtres de l'Allemagne de l'Est purgent de 1950 à 1951 l'administration, le parti ainsi que d'autres institutions. Au total, près de 150 000 éléments considérés comme indésirables ou suspects sont exécutés, emprisonnés ou démis de leurs fonctions. La REMILITARISATION de l'Allemagne de l'Est. Dès le début de l'occupation soviétique en Allemagne, Staline a comme dessein secret de remilitariser sa zone d'influence face au développement de l'implantation militaire occidentale en RFA. Il est évident qu'un tel projet ne peut être réalisé que progressivement. Pour ne pas éveiller immédiatement les soupçons des Occidentaux, et sous couvert de garantir le maintien de l'ordre et la sécurité de la population allemande, l'administration militaire soviétique coordonne en octobre 1948 la mise en place d'unités de police allemandes appelées Unités d'intervention de la police du peuple, Bereitschaften der Volkspolizei. Le régime est-allemand crée ainsi une quarantaine de ces unités de la police encasernées, qui ont à leur début un effectif de 100 à 250 hommes. Elles se trouvent sous l'autorité du département principal police des frontières et d'intervention, Hauptabteilung Grenzpolizei und Bereitschaften, au sein de l'administration allemande de l'intérieur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.